on est tous d'accord pour dire que réussir sur Instagram, c'est hyper dur, que percer les codes de l'algo, c'est hyper dur et que vendre sur Instagram, c'est hyper dur. Le problème, c'est que ça ne devient absolument pas plus facile avec le temps et je pense que là aussi, on est d'accord. Sauf que depuis 4 ans maintenant d'expérience sur les réseaux sociaux où l'on pourrait même dire que je célèbre mes noces de cire avec Instagram, je peux te dire que j'ai quasiment tout expérimenté. J'ai connu des périodes de forte croissance, des périodes de stagnation, des périodes ultra creuses. J'ai vu disparaître et apparaître des dizaines de tendances. En bref, j'ai consommé Instagram en long, en large et en travers. Et pour 2025, j'ai envie de mettre à profit toutes mes connaissances, mes erreurs, mes réflexions et te partager toute ma stratégie pour que tu puisses toi aussi réussir sur Instagram. Hello darling et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast où l'on va parler ici de la stratégie que je vais mettre en place pour faire 100 000 € de chiffre d'affaires sur Instagram en l'espace de 6 mois. En moins, j'avoue, je l'espère aussi. Mais cette année, j'ai décidé de prendre un grand tournant. Alors, comme tu t'en doutes, je ne vais absolument pas ici supprimer mon compte à plus de 30 000 followers. C'était juste un petit titre clic pour plaire à l'algorithme de YouTube. Mais ça n'empêche que pour l'année qui arrive, je vais apporter de grands changements sur mon compte. Et ça, tu sais darling, c'est aussi une posture que tu dois avoir en tant que chef d'entreprise. Tu ne dois pas oublier qu'Instagram est avant tout une plateforme qui connaît bien évidemment de grandes évolutions au-delà des mises à jour et que les modes de consommation, ils changent et ils évoluent. Je vais te donner un exemple. Tu te souviens de la période où les réels facecam étaient ultra en vogue? Ça a duré quoi? 6 mois? Puis pouf, ça a disparu et ensuite on avait quoi? La période des réels faceless? Ok, tout ça c'est vraiment pour te montrer que tu dois absolument être en mesure de t'ajuster sans nécessairement tout recommencer de zéro. Et là tu vas sûrement me dire, oui mais Capucine c'est trop dur, oui mais Capucine j'y arrive pas. Laisse-moi te dire une chose, si tu es là et que tu regardes ce podcast, tu es parfaitement en mesure d'y arriver. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es déjà une entrepreneuse, donc tu as réussi à créer un business et tu es littéralement ultra loin d'être bête. Maintenant, tu dois juste apprendre à jongler avec l'évolution de ces tendances. Mais est-ce que tu sais comment on fait? On refait tout simplement encore une fois l'analyse de notre cible et on innove en termes de contenu pour aller chercher vraiment la balance parfaite entre ce que les gens veulent voir et comment est-ce que je le communique. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu à septembre 2023. J'étais vraiment dans une période ultra creuse sur Instagram. J'étais pas du tout heureuse dans ma situation financière, ni même la situation géographique. Et du coup, j'ai décidé de mettre en place une vraie transition dans ma stratégie de contenu et j'ai commencé vraiment à incorporer des contenus qui étaient très spécifiques. Et devine quoi? En décembre 2023, je passe directement la barre des 10 000 abonnés et j'ai fait un bond avec 2 vidéos à plus d'1 million de vues. Et en février 2024, j'ai passé la barre des 30 000 abonnés. Donc comme tu as pu le voir, j'ai vraiment eu une belle phase de croissance sur Instagram et à l'époque, c'est vrai aussi que Instagram mettait vraiment beaucoup en avant les comptes des petits créateurs de contenu et surtout les réels. Donc c'est vrai que moi à ce moment-là j'ai vraiment capitalisé sur ça afin de maximiser mes chances de visibilité puisque c'était aussi mon objectif à cette période mais aussi mes objectifs de vente. Et pour ça j'ai créé 2 types de contenus. On avait des tutos story et on avait des réels très simples de 7 à 15 secondes pour parler vraiment de stratégie Instagram. Et donc en fait ce que je faisais c'est que j'ai incorporé vraiment également quelques tendances, comme tu peux le voir ici à l'écran. Et en fait, cette stratégie, c'était vraiment du tonnerre parce qu'elle a marché du feu de Dieu pendant plus de 6 mois. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que courant août 2024, donc à peu près 6 mois après cette forte période de croissance, je suis rentrée en fait dans une période creuse, voire quasiment vide en termes de croissance sur Instagram, mais pas du tout en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je me forçais en fait vraiment à être présente sur Instagram, sauf que j'étais épuisée. L'équipe des Ladypreneuses, elle était en train de s'agrandir et puis petit à petit je me suis mise en retrait et clairement on pouvait voir qu'il y avait une énorme différence d'énergie entre la personne que je suis réellement et la personne qui publiait du contenu et ça s'est remarqué parce que c'est vraiment à cette période là où j'ai commencé à perdre petit à petit en visibilité. Mais le truc c'est que cette décroissance en fait elle s'est fait progressivement, donc au début je l'ai même pas remarqué et au fur et à mesure des mois, surtout cet été, j'ai remarqué que mon engagement il était littéralement en train de baisser
passé, j'avais de moins en moins de messages alors que de base j'en ai 12, 15 voire plus par jour. Donc je t'explique pas encore une fois quand mon compte il a été géolocalisé au Maroc, j'ai littéralement cru que j'avais tout perdu. Et c'est vrai que du coup, en septembre 2024, j'ai arrêté de rester passive face à cette situation et je suis littéralement passée à l'action. C'est-à-dire que j'ai fait un break, j'ai fait une analyse de tout, mais littéralement tous mes contenus qui avaient marché, qui n'avaient pas marché, et j'ai essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui avait changé. Et c'est vrai qu'en cette fin d'année 2024, quand l'algorithme a encore changé et qu'Adam Mosseri a annoncé que désormais les carousels allaient être mis en avant, là je me suis dit ok, t'as besoin d'un break et t'as besoin de repartir sur de bonnes bases. Et c'est vrai que pendant cette période, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'obtenir une grande portée, que ce soit aussi bien des réels que des carousels, c'était vraiment devenu ultra difficile. Et j'ai fait toute l'analyse de mes concurrents et j'ai remarqué que comme moi, même des comptes à 200 000, 350 000 ou 50 000 abonnés, ils avaient tous une baisse de visibilité. Et on va pas se mentir, c'est vrai, aujourd'hui en fin 2024, c'est devenu ultra compliqué d'atteindre une portée de plus de 5 000 vues par exemple. Et ça pour tout le monde, même moi en tant que mentor business Instagram. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de faire toute l'analyse de cette situation et de te la partager. Donc en octobre, moi j'ai littéralement dit en fait, ça suffit et j'ai fait le point. Mes nouvelles thématiques marchent, mais ne m'apportent pas autant de résultats. Je perds en engagement, je perds en visibilité. Comment est-ce que je peux faire pour remonter la pente? Instagram fait des mises à jour et mes anciens contenus marchaient très bien. Donc ça c'était vraiment la conclusion et ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai décidé de reprendre des contenus plus génériques et d'incorporer des nouveaux types de contenus comme par exemple les carousels. Et tu sais quoi? Ça a marché. En seulement quelques jours, mon taux d'engagement il a de nouveau jumpé. J'ai eu des réels avec une portée au-delà des 10 000 vues. J'ai eu des centaines d'enregistrements sur mes nouveaux posts et ça parce que j'ai également aussi changé mon copywriting. J'ai bien remis en avant ma personnalité. J'ai pris du plaisir à créer ces contenus et du temps aussi, mais d'un autre côté c'était vraiment utile quand je vois les résultats que ça m'a apporté. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai du coup tout simplement renoué avec ma croissance, renoué avec mon audience et j'ai réussi à de nouveau recréer une superbe connexion avec elle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé le challenge 30 jours pour vendre sur Instagram et du coup comme tu peux le voir et la conclusion c'est que j'ai repris des posts qui étaient vraiment génériques sur Instagram et nichés en fonction de certaines thématiques tout en changeant, comme je te le disais plus haut, mon branding et mon copywriting. Parce que moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui sur Instagram, c'est qu'on s'en fout des posts 3 astuces pour réussir sur Instagram. Ça, c'est vu et revu. On arrête ce recyclage. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus tricky de vendre via cette plateforme. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai vraiment sorti du coup le challenge 30 jours pour vendre sur Instagram. Et si tu l'as pas vu, il se termine bientôt. Donc, je te donne rendez-vous sur mon compte Insta justement pour aller voir mes dernières publications. Et évidemment, faut te dire que cette nouvelle croissance, je vais pas te le cacher, ça fait un bien de ouf. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est t'inspirer grâce à mon expérience. Donc on va tout de suite voir les nouvelles tendances de consommation en 2025. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu ces fameuses nouvelles tendances, en fait, si tu veux, parce que aujourd'hui, les gens, ils sont plus du tout sur Instagram pour se former. Et ça va te paraître trop bizarre, mais il faut savoir qu'ils ne regardent plus tes contenus avec un papier et un stylo pour prendre des notes. Aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes, c'est que les gens, ils sont sur Instagram pour 3 choses. La première, s'inspirer, se divertir et s'informer. Ça, c'est vraiment différent de l'éducation. C'est-à-dire que les contenus éducatifs sont bien parce qu'ils appuient ton positionnement, ils appuient ton expertise. Mais pour que les gens puissent connecter avec toi maintenant, ça se joue uniquement sur 2 éléments. Premièrement, le personal branding. Deuxièmement, le storytelling. Et je pense qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi ça marche, surtout si tu as écouté mes précédents épisodes de podcast. C'est parce que les gens aujourd'hui, ils sont curieux. Ils veulent regarder, ils veulent s'informer, ils veulent s'imaginer à ta place. Et je ne cesserai jamais de le dire, il n'y a que en incluant ces éléments que tu vas pouvoir te connecter avec ton audience et créer une vraie relation avec elle. Et pour ça, tu dois vraiment adapter en fait tout simplement tous tes types de contenus en fonction des enjeux de ce dernier. Tu dois parler de toi, de ton expérience, de ton parcours. N'oublie jamais que les gens sont fucking curieux, ok? Ils ne te connaissent pas, donc plutôt que d'avoir peur de partager ton histoire, toi ton rôle c'est de les informer. C'est vraiment le principe du know, like, trust.
post. On te connaît parce que tu partages ton histoire, je t'aime parce que tu m'inspires et du coup, je suis en train de m'imaginer en train de réaliser mes rêves et je te fais confiance parce que je vois que tu as des résultats, donc que tu respectes tout simplement ta promesse de vente. Et là, tu es sûrement en train de te dire que c'est cool, je t'ai expliqué les tendances, mais donc sous quel format est-ce que tu vas pouvoir les faire? Déjà, là, on va refaire un petit peu aussi l'analyse de mes anciens contenus parce que on sait qu'on a différents types de contenus et comme je te le disais, on va faire l'analyse ensemble. Aujourd'hui, on va commencer par les réels. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette fin d'année, j'ai testé différents formats de réels. J'ai testé les B-rolls, les réels facecam. On va avoir par exemple Steve Jobs. Avant qu'Apple ne devienne l'icône technologique qu'elle est aujourd'hui, le mec il a vécu plusieurs échecs. Les réels voix off. Il y a un an, j'étais community manager. J'arrivais à générer un chiffre d'affaires convenable, mais pourtant quelque chose clochait. Je courais après le temps, après des clients, mais pas après mes réels. Et les réels astuces et conseils. Meilleurs effets sonores pour tes vidéos sur CapCut. Clairement, les réels qui marchent le mieux, ce sont bien évidemment les astuces et les conseils. Sauf que les astuces, elles ne m'apportent que de la visibilité. Là où à l'inverse, les B-rolls m'apportent en revanche un bon positionnement en lien avec mon expertise. Et d'ailleurs, on peut le voir dans les commentaires que j'ai reçus sous certaines de mes publications. Sauf que ça, on sait que ce type de contenu, il fonctionne bien parce qu'ils sont facilement actionnables et surtout, ils sont vachement utiles pour notre cible. Ce sont des posts que les gens ont envie de voir. Ce sont des posts qui ont beaucoup plus d'interaction, c'est-à-dire que ma cible, en fait, elle a besoin de tester des choses par elle-même avant de me faire à 100% confiance. Et c'est exactement ce que j'ai voulu transmettre, en fait, comme message. C'est-à-dire que moi, je te donne des conseils gratuits, tu testes, tu as du résultat, donc tu reviens chez moi parce que inconsciemment, tu vas te dire, imagine les résultats que j'ai avec déjà toutes les ressources qu'elle partage gratuitement, ce que je vais avoir si jamais je paye son service. Ce qui me permet aujourd'hui de mettre en avant mon expertise, c'est tout simplement les carousels. C'est-à-dire que dans mes carousels, je vais vraiment pouvoir cibler des problématiques qui sont ultra précises et vraiment en fait tout simplement aller chercher le passage à l'action, mais aussi les enregistrements. Pourquoi? Parce que moi je veux tout simplement que mes carousels ils soient enregistrables et je vais pas te mentir, je veux que ma cible elle revienne les voir. Je veux que ma cible elle continue de consommer mon contenu encore et encore et encore. Et je vais te donner l'exemple du carrousel que j'ai utilisé par exemple sur ChatGPT. Si demain ils ont envie d'aller utiliser ChatGPT, ils vont retourner sur la publication qu'ils ont enregistré. Donc en fait la conclusion c'est que ça va les toucher parce qu'ils se sentent concernés et surtout moi encore une fois ça me permet vraiment de renforcer ma relation avec ma cible. Sauf que ici là je viens de te parler vraiment des réussites que j'avais, mais je pense que c'est aussi important d'analyser les flops, on va dire entre guillemets, même si pour moi il n'y a pas vraiment de moyenne pour dire qu'un contenu marche plus ou moins bien, ça dépend vraiment de l'audience de chacun, mais clairement les posts qui ont le moins de portée et d'engagement, ça va être chez moi les extraits d'épisodes de podcast. Après, c'est vrai que je suis obligée de les publier puisque forcément ici, j'appelle ça du cross-média. Donc, je vais informer ma cible sur Instagram que j'ai un contenu par exemple sur YouTube. Mais le truc le plus ouf, c'est qu'à l'inverse, mes vidéos YouTube, elles marchent hyper bien en dehors d'Instagram. Et donc là, en tant que responsable de communication de ma propre entreprise, moi, il va falloir que je me dise, ok, donc je prends beaucoup de temps à créer des contenus extraits facecam du podcast, à faire le montage, à faire les légendes. Mais du coup, sous quel format est-ce que je pourrais le faire pour avoir plus de visibilité sur Instagram? Donc ici, tu vois, je vais tout simplement, je pense courant début d'année 2025, commencer à changer non pas mes phrases d'accroche, mais peut-être mes titres. Parce qu'il faut te dire qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et que ça prend du temps à analyser et malheureusement, je pourrais pas le faire ici. Mais tout ça pour te rappeler que c'est pas nécessairement la phrase d'accroche, c'est pas nécessairement ta tête sur la vidéo, ça peut aller beaucoup plus loin. Et moi, il y a aussi une conclusion que j'ai eue et il y a un truc que j'ai compris, c'est ce que les gens veulent voir. Les gens, ils veulent sentir qu'ils sont au bon endroit sur ton compte Instagram. Ils veulent lire des messages qui leur donnent des astuces, mais pas des astuces banales, ok? Des astuces qui sont stratégiques, des astuces qui résoudent un fucking problème. Et la plus grande réflexion que j'ai eue, c'est que mes posts, ils n'ont tout simplement jamais cessé d'être bons. Il manquait peut-être d'organisation, de copywriting pour donner un vrai coup de boost, et c'est ce que j'étais en train de faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un troisième nouveau repositionnement. Mais ça, c'est tout à fait ok. Et je sais
sais que ça risque de te faire peur parce que tu vas un peu avoir la flemme et que t'aimes pas avoir peur. On est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que moi, je suis ici pour te montrer la réalité. Parce qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui vont te parler de ça et c'est normal. En vrai, on a tous la flemme, mais c'est ultra important. Et tu sais pourquoi? Parce que ce qui t'anime aujourd'hui, c'est ton business. Et ton business, pour te faire vivre, il a besoin d'avoir un bon marketing et une bonne communication. Et c'est tout simplement ici que l'engagement rentre en jeu parce que c'est en échangeant avec ta cible et en l'écoutant que tu seras vraiment en mesure de t'adapter. Et ça, c'est un travail qui, encore une fois, se fait à deux. N'oublie pas qu'entre ce que tu penses que ta cible veut voir et ce qu'elle veut réellement voir, il y a quand même un gap. Et ce gap, c'est à toi de le réduire en restant à l'écoute. Pour te donner un petit exemple concret, moi, c'est vrai que j'ai perdu des abonnés et de la visibilité, mais je n'ai jamais arrêté de vendre, comme je te l'ai dit, parce que j'ai quand même réussi à faire plusieurs mois à 15 000 € de chiffre d'affaires. Donc, même si ma croissance, elle a baissé, mais j'ai quand même capitalisé sur l'audience que j'avais déjà de présente et donc pour réchauffer un petit peu mon audience qu'on appelle l'audience fantôme. Et donc là, tu vas certainement me demander, mais Capucine, comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'engagement? Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager les meilleurs outils gratuits sur lesquels tu vas justement pouvoir capitaliser. Mais avant ça, moi ce que j'aimerais, c'est que tu comprennes que l'engagement vient de la part de la communauté. Donc on va d'abord revoir un petit peu ensemble la définition de la communauté. Initialement, la communauté, c'est tout simplement un ensemble de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Sur Instagram, il y a un truc qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que même si elle est composée de majorité de personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, tu as aussi des personnes qui vont s'abonner à ton compte, et ça tu ne peux pas le contrôler, qui ne partagent peut-être pas les mêmes valeurs que toi. Donc il faut absolument que tu acceptes que sur Instagram, certaines personnes ne partagent pas tes valeurs et ce n'est absolument pas contre toi. Je pense que tu dois vraiment réussir à prendre du recul par rapport à ça. C'est ok de ne pas plaire à tout le monde et tu dois accepter que les gens ne soient pas d'accord. Déjà pourquoi? Parce que ça te permet encore une fois d'engager tout simplement encore plus avec ta communauté, d'essayer de comprendre, d'échanger et de discuter, bien évidemment toujours avec bienveillance, sans aller agresser la personne en face. On est d'accord. Et tu sais quoi? Typiquement, je vais encore te donner un exemple. Quand je fais des tutos astuces iPhone, j'ai tous les gens qui ont des Android et des Samsung qui viennent me commenter « Et nous, tu nous oublies !» Et en fait, sur le principe, ça me dérange pas. Moi, tu sais, ça me fait rire parce que je vais leur dire que j'ai un iPhone, donc je prends même parfois ça sur le ton de l'humour en disant que c'est bientôt Noël, donc s'ils veulent m'offrir un Android pour que je fasse des tutos, let's go, je leur envoie mon adresse. Mais d'un autre côté aussi, tu vois, je suis là pour jouer sur ça et pour échanger, pour mieux comprendre ma cible. Parce que, par exemple, toutes ces personnes qui ont des Android, est-ce que, à ton avis, ça les empêche de rejoindre mon accompagnement? Pas du tout. Si de base, leur objectif, c'est de booster leur vente, c'est pas parce que t'as un Android et pas un iPhone que t'es pas en mesure de booster tes ventes sur Instagram en fait. Et c'est ok. Donc moi, ce que je te conseille vraiment de faire en 2025, c'est de capitaliser sur ton audience déjà présente. Même si avoir plus de followers, comme on l'a dit plus haut, ça flatte l'ego et nous sommes d'accord pour dire que le ratio plus de gens égale plus de prospects, faut pas non plus tomber dans ce fameux cercle vicieux de je les laisse venir vers moi parce qu'ils sont plus nombreux. Aujourd'hui, tu dois vraiment comprendre que sur Instagram, les gens ne cherchent plus nécessairement des comptes à plus de 50 000 followers. Ça, même si, encore une fois, on est d'accord que notre cerveau est conditionné pour dire que la quantité rapporte de l'argent, plus on fait, plus on a de résultats. Sur Instagram, ça se passe pas comme ça. C'est une logique, d'accord, en termes de nombre, mais le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram, initialement, c'est qu'une validation extérieure. Pourquoi? Parce que ça te rassure, ça te montre que tu évolues et encore une fois, on est dans un système où la quantité est le plus. Mais ça va beaucoup plus loin que ça et moi, je l'ai toujours dit et je continuerai de le répéter jusqu'à ce que j'arrête de faire d'Instagram mon canal d'acquisition client et c'est pas prévu que ça arrive. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Moi, je préfère avoir moins d'élèves dans mon accompagnement Lady Business, mais des élèves qui sont ultra qualifiés, que je peux suivre également de manière ultra qualitative, plutôt qu'avoir 50 élèves en même temps, où là, je vais être complètement surchargée et crevée. Et encore une fois, je préfère avoir 30 000 followers, mais avec une audience ultra active, que 34 000 followers, ce qui m'est arrivé à la rentrée, et avoir que des personnes qui regardent, mais qui n'interagissent jamais. Et pour moi, ce qui compte en 2025 sur Instagram, c'est vraiment le micro-compte, mais le macro-engagement. Ce n'est pas parce que plus de personnes nous suivent que forcément
plus de personnes vont être intéressées ou vont acheter. Parce que typiquement, quand j'ai fait mes buzz et mes vidéos à 1 million de vues, c'était ultra cool, hein, ça m'a permis de générer plus de 6 000 euros. Mais derrière, j'avais aussi beaucoup plus de touristes sur mon compte Instagram. Donc en fait, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que tu dois être capable de prendre du recul par rapport à cette situation et que tu sois en mesure de réellement te demander ce que tu veux. Bien sûr, moi, dans mes objectifs, je vais aller chercher les 50 000 abonnés, mais je veux pas le faire rapidement parce que je veux une audience qualifiée. Et encore une fois, voilà, là, je suis pas ici pour te dire quoi faire ou ne pas faire. Et ça, là, tout ce que je suis en train de te partager, c'est vraiment un partage d'expérience. Parce que je sais que des prospects, j'en ai perdu parce que justement, j'avais trop d'abonnés. C'est-à-dire que moi, mes élèves, aujourd'hui, elles me remercient pour ma disponibilité, pour mon temps. Quand on échange en one-to-one sur WhatsApp, elles savent très bien que si j'avais plus d'élèves, je pourrais pas leur donner autant de temps. Pourquoi ? Parce que les gens, comme je te le disais plus haut, ils aiment se sentir écoutés, guidés, etc., etc. Donc tu sais comme moi que tu as plus de chances d'être proche d'une petite communauté que d'une grosse. Et encore une fois, c'est vrai, d'un point de vue extérieur, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent que je ne suis pas disponible et donc c'est pour ça qu'elles ne me contactent absolument pas. Et c'est pour ça que j'envoie tout simplement des messages de bienvenue pour montrer ma disponibilité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, à ton avis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les grandes marques, elles recherchent des créateurs de contenu UGC ? Tout simplement parce qu'ils ont plus confiance en ces petits créateurs de contenu qui vont leur apporter une audience beaucoup plus qualifiée que des gros influenceurs qui vont te rapporter monsieur et madame tout le monde qui ne vont jamais racheter chez eux. Et c'est comme ça aujourd'hui que ça marche. Donc là, maintenant, je sais que tu vas me dire, ok Capucine, comment est-ce que je fais pour avoir plus d'engagement avec ma communauté ? Et on arrive au point que tu attendais puisqu'ici, on va parler des outils. Déjà aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, il y a beaucoup d'outils comme ManyChat que tu peux utiliser. D'ailleurs, moi, c'est vraiment ce que je conseille à mes élèves d'utiliser pour celles qui n'ont vraiment pas le temps. C'est un outil qui est super bien optimisé et qui est vraiment accessible à tout le monde et qui, selon moi, vaut le coup parce que ça permet vraiment d'automatiser en fait tout simplement l'envoi de messages et donc de commencer à engager des discussions dans tes DM. Après, je pense que c'est vraiment un outil qui est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que moi, j'utilise comme par exemple en ce moment pendant la période de challenge pour me faire gagner du temps, mais habituellement, je sais que ma zone de génie, c'est la connexion que j'ai avec mon audience, c'est la vibes en fait tout simplement que je transmets par ma voix dans les messages vocaux, c'est mon côté solaire. Donc principalement, c'est vrai qu'en majorité, j'essaye de garder des messages pour les demandes d'informations et ça me dérange absolument pas de le faire, c'est pas du tout une perte de temps, mais c'est vrai que du coup, ManyChat, ça reste quand même utile si t'as vraiment pas le temps, mais moi j'utilise de temps en temps. Après, t'as d'autres astuces que j'aime bien utiliser et que moi je conseille à mes élèves, par exemple, c'est les commentaires sur Instagram. Il faut arrêter de toujours répondre merci ou quoi quand quelqu'un vous met un cœur, en fait, on s'en fout de base du cœur. Là, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'un merci, ça engage pas du tout une discussion. Toi, ton rôle quand quelqu'un va te laisser un commentaire, ça va tout simplement être d'essayer de créer un fameux débat, un échange dans les commentaires. Et très souvent, moi, ce que je recommande à mes élèves, c'est quand quelqu'un leur dit, par exemple, merci, de répondre en reposant la question qui a été posée en appel à l'action dans le post, mais à laquelle la personne, elle n'a pas encore répondu. Et ça, c'est très important, même si vous êtes à vos débuts, quand vous avez des commentaires sur votre post, si c'est des personnes que vous connaissez, il n'y a que vous qui savez que vous connaissez cette personne. Donc, commentez et commencez vraiment à créer une discussion dans vos commentaires. Et si vous n'avez jamais de commentaires, dites-vous bien que c'est parce que votre appel à l'action, il est trop compliqué. Il y a littéralement pas d'autre conclusion à ça. Je veux vraiment que vous sortiez de ce podcast en vous souvenant que les gens, en fait, ils ont pas le temps. Les gens, ils sont noyés d'informations. Et aujourd'hui, les gens, ils sont sur les réseaux sociaux de manière ultra intuitive. Ils swipent, ils partagent. Encore une fois, vous devez absolument penser à poser des questions simples. Vos appels à l'action ne doivent en gros pas avoir beaucoup de réflexion pour y répondre, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'aller faire un essai de philosophie dans tes commentaires. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de simple, de clair et d'efficace. Donc si tu me dis dans ton appel à l'action, et toi, dis-moi, depuis quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour toi ? Meuf, clairement, je te dis, j'ai pas le temps, tu vas me demander d'aller chercher dans ma mémoire, je vais pas être spontanée, ça va me saouler, donc en fait, intuitivement, je vais swiper. Par contre, si à l'inverse, tu me dis, allez girls, qui ici s'engage à prendre 5 minutes pour soi aujourd'hui, c'est ultra simple. Dans les commentaires, moi, j'ai juste à t'écrire moi ou à lever la main et la boucle, elle est bouclée. Et là, en fait, ça va être à toi de revenir vers la personne en lui répondant dans les commentaires, par exemple, lui demandant ce qu'elle va faire. Et là, comme ça, hop,
tu engages une discussion et qui sait, peut-être que même que vous allez trouver une passion commune, ça arrive parfois. Donc, vraiment, retiens bien que tes questions, elles doivent être ultra simples et que tu dois penser, en fait, tout simplement au fait que tu t'adresses parfois à des enfants de 5 ans. Et je sais que c'est pas agréable, mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous, on cherche beaucoup d'économies de temps. Et ensuite, pour continuer sur cette lancée, moi, je pense que ce qui va redevenir tendance en 2025, ce sont les lives. Ça, typiquement, je sais pas pourquoi très peu de personnes en font aujourd'hui parce que oui, c'est sûr, ça demande du temps, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça te permet d'être aussi beaucoup plus proche de ta cible. Ça te permet de mettre en avant ta personnalité, tes valeurs, ta spontanéité et ça crée en fait la proximité parce que tu vas pouvoir être ultra authentique pour communiquer avec ta cible. Et moi, typiquement, j'ai une élève du Lady Business, Marina, elle fait très souvent des lives et à chaque fois qu'elle ressort de ses lives, elle fait des ventes. Pourquoi ? Parce que vous communiquez directement avec votre audience. Donc si je devais reprendre un petit peu tout ce qui vient de se passer ici parce qu'on est exceptionnellement sur un très long podcast, voici les éléments que tu dois retenir. Premièrement, les modes de consommation évoluent et toi, tu dois évoluer avec eux. Tu dois absolument t'entraîner à tester différents formats avant de trouver celui qui va vraiment faire prendre tout simplement ta mayonnaise et te laisser également le temps de réussir. On n'est pas sur Instagram pour faire une course contre la montre, personne ne réussit d'un coup. En 2025, l'engagement et la proximité avec ton contenu, ça va vraiment être tes plus gros atouts. Et enfin, la dernière chose que je veux que tu retiennes, c'est que tu dois te familiariser avec des outils que tu as aujourd'hui à ta disposition pour savoir lequel t'apportera vraiment le plus de résultats. Et avant de te quitter, j'ai un dernier petit message pour toi. Il n'y aura pas d'épisode de podcast avant le 8 janvier. On fait une petite pause avec l'équipe montage, histoire d'analyser un petit peu tous les résultats qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais surtout pour aussi vous proposer des sujets bien croustillants et bien innovants pour la rentrée de 2025. D'ailleurs, s'il y a un sujet dont tu aimerais que je parle sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo avec ta problématique actuelle et comme ça, je regarderai pour en créer un épisode de podcast. Mes girls, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Profitez bien de vos proches, profitez bien de votre famille. Ayez de la joie, de la bonne humeur, de l'amour. Partagez vraiment avec vos proches. Ne vous faites pas trop de soucis pour si vous ne postez pas le 24 décembre ou le 25 sur Instagram. Vous êtes aussi entrepreneuse pour kiffer votre vie.